Hoi, moi c'est Caro, tu écoutes actuellement la saison 2 de mon podcast Ne mâchez pas mes mots, traitant toujours des troubles du comportement alimentaire dans une optique plus militante que la saison 1. Je t'expliquerai cette tournée militante au fur et à mesure des épisodes et des personnes interrogées. Je souhaite d'ailleurs, dans cette saison 2, donner la parole aux femmes et minorités de genre grosses, subissant la grossophobie systémique et le sexisme, car ces thématiques me sont chères et je souhaite les aborder à travers le vécu de mes invités. Donc j'espère que cette transition dans le projet fera écho en toi. Et en attendant d'avoir ton retour, je te souhaite une très bonne écoute. Muito obrigada et à déjà. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est avec Zina aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter du coup, Zina. Je m'appelle Zina. Mon compte Instagram, c'est zine_AI. AI, ce sont les initiales de alimentation intuitive, qui est une approche sur laquelle je me suis spécialisée après avoir eu le malheur d'avoir moi-même un parcours de 20 ans de troubles alimentaires. Voilà, donc c'était pas mon métier à l'origine, mais je me suis récemment reconvertie dans la thérapie et j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, mais pas que d'ailleurs. Donc voilà. Quand j'ai refait un petit peu le récap des questions que je voulais te poser, je t'ai reposé la question par rapport à ton rapport à l'alimentation, par rapport à la dernière fois où on s'était parlé. Et tu m'avais dit que ça avait un petit peu, que ça avait changé du coup, ton rapport à la nourriture. Est-ce que tu peux développer un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? C'est assez simple, malheureusement tristement simple parce que beaucoup de gens connaissent ça, mais avant pour moi manger c'était compliqué. Manger c'était source d'angoisse en fait, et c'est d'autant plus angoissant qu'on a besoin de manger tous les jours. Je me préoccupais beaucoup de ce que j'allais manger en amont, je me faisais pas mal de nœuds au cerveau, et quand je mangeais, je culpabilisais, et après avoir mangé, je me faisais encore des nœuds au cerveau sur ce que j'avais mangé, si c'était trop, si c'était pas assez, si c'était assez bien, et quand c'était trop, bah, foutu pour foutu, autant vraiment manger, et je faisais des compulsions. Ça, c'était l'état pendant la maladie. Quand on a fait le premier enregistrement, Caro, ça allait beaucoup mieux, je me faisais moins de nœuds au cerveau, ma guérison était en cours. J'avais plus de compulsions, mais j'avais encore beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées, parce qu'aujourd'hui, c'est omniprésent dans l'espace public. Ah, est-ce que c'est l'heure de manger? Ah, est-ce que c'est raisonnable? Bon, je vais mériter mon bikini pour cet été, donc vaut mieux que je refasse un peu plus de sport. Enfin, c'est ce genre de pensée qu'on a tout le temps, qu'aujourd'hui, vraiment, sincèrement, j'estime avoir complètement déconstruit. C'est-à-dire que mon rapport à la nourriture, je le comparerais à le rapport qu'on a à notre vessie quand on a envie de faire pipi. Je sais que l'exemple peut être rigolo, mais en fait, il n'est pas anodin. Aujourd'hui, quand on a envie de faire pipi, ben, on va aux toilettes et après, on n'y pense plus du tout. Ça prend pas plus d'espace que ça dans notre cerveau. On ne se dit pas... vas-y, pas maintenant, c'est pas l'heure, je vais boire moins d'eau, comme ça je ferai pipi que ce soir. Enfin, on rentre pas dans des trucs de stratégie. Tout à fait. Et ben maintenant, pour manger, c'est pareil. J'ai faim, je mange et j'ai mangé. Voilà. J'ai pas faim, j'ai envie de manger parce qu'il y a un truc, je mange et c'est fini. C'est tout. D'accord. En fait, ça m'arrive de manger pour d'autres raisons que la faim, mais ça se passe toujours très bien. Ça, c'est hyper chouette. D'accord, il n'y a pas de... T'as plus aucune réflexion. Enfin, je veux dire, tu réfléchis plus quand tu manges, quoi. Voilà, c'est vraiment naturel et... Oui. Ouais. Bah, ça me génère plus de nœuds au cerveau. Je me dis plus pendant 1000 ans, oh là là, je suis pas dans les conditions pour manger des légumes, ou oh là là, il va falloir que je remange de ça parce que ça va pas être. Enfin voilà, je rentre pas dans des considérations sur l'alimentation. Je me dis juste, ah, j'ai faim. Et quand je sens que c'est pas parce que j'ai faim mais que je suis énervée, par exemple, je me surprends en train de mettre la main dans le paquet de chips parce que ça arrive à tout le monde, et que je sens que c'est parce que je suis énervée, je me dis, ah, je me connais maintenant, je me suis tellement observée avec la thérapie que je me dis, ah, là, il y a un truc qui t'a énervé. Ah bah c'est ça. Bah, je crois que ça vaudrait une bonne petite conversation avec la personne avec qui il y a eu un conflit, par exemple. D'accord. Donc, je trouve ça très chouette. D'accord, oui, tu t'es beaucoup observé. Mais je me pose quand même une petite question. Est-ce que tu te poses des questions au niveau nutritionnel? Ou vraiment, t'as une envie, tu manges et tu te poses pas la question de
des apports nutritionnels? Ou est-ce que, si tu te poses la question, c'est sereinement... voilà, je voulais savoir à ce niveau-là. Ah ben c'est une excellente question. Merci Caro parce que je crois vraiment que dans le chemin de guérison, quand on a souffert longtemps de troubles alimentaires, c'est important. Je le prône, même si c'est pas politiquement correct. C'est important de passer par une période où l'apport nutritionnel, on s'en fout. Je m'explique. On s'en fout pas de façon générale. C'est important. Mais je crois qu'on a besoin de décorréler notre prise alimentaire de ce type de considération pour pouvoir guérir. Si on a envie de Nutella, de s'autoriser à manger de Nutella, ou si on a envie d'un burger, de s'autoriser à le manger et avoir une période où on se dit, d'abord je guéris et je verrai ça plus tard. Moi, j'en ai eu besoin en tout cas. Et aujourd'hui, bien sûr que j'ai réintégré, parce que je pense que manger, c'est pas si anodin. On mange pour vivre, mais on mange aussi pour socialiser, on mange aussi pour des raisons culturelles. C'est des moments où notre identité gastronomique s'exprime. Et on peut aussi manger pour des raisons politiques. Dans mon cas, je sais que c'est important de manger des aliments en circuit court, le moins transformé possible. Je cuisine pas mal. Mais je fais tout ça sans que ce soit un nœud au cerveau. Parce que parfois, nos convictions idéologiques sont une excuse pour faire vivre le trouble alimentaire. Il existe des gens qui, dans leur végétarisme ou leur véganisme, vont en fait surtout mettre de la restriction avant de mettre de l'idéologie. Et c'est là où c'est compliqué. C'est important d'apprendre à les décorréler pour pouvoir se nourrir correctement, en fait. D'accord, ouais. Je suis totalement d'accord. Et pour aussi se libérer, du coup. Exactement. Justement, c'est ce dont tu me parlais de libération par rapport à ton alimentation. C'est comme ça que tu résumerais, du coup, comment tu te sens aujourd'hui, libéré et naturel, enfin, je veux dire naturel. Naturel dans le sens où tu te poses beaucoup moins de questions, et quand tu te poses une question, justement, quand tu dis, ah, je suis énervée, c'est pas du tout, il y aura pas d'émotion, de culpabilité ou quoi que ce soit, de sentiment de culpabilité, c'est simplement, tu te questionnes sur pourquoi mon comportement est tout d'un coup impulsif, mais pas vraiment en rapport avec la nourriture, mais plus par rapport à ton ressenti intérieur, je pense, du coup, si je comprends bien. En fait, oui, j'ai appris à les détecter. J'aime beaucoup les deux adjectifs que tu as relevés, parce que libérer, c'est sûr. Je considère que ma maladie a été une prison mentale pendant 20 ans, donc c'est vraiment ce que je ressens. Je me sens libérée. Guérir, c'est se libérer de tout ça. Et puis naturel, c'est intéressant cet adjectif, parce que ça l'a jamais été pour moi. Hein. L'alimentation intuitive, c'est un nom un peu piège, parce qu'il n'y a rien d'intuitif pour des personnes comme nous qui ont été conditionnées par la culture des régimes à réapprendre à manger intuitivement. Tout est anti-naturel, entre guillemets. Je suis passée par une grosse période où j'étais obligée de réfléchir à ma façon de manger, alors que je réfléchissais déjà. Donc oui, c'est devenu, je ne sais pas si c'est l'adjectif naturel que j'utiliserais, mais c'est devenu serein. Ouais, c'est-à-dire qu'il m'arrive des trucs. Voilà, tu vois, il m'arrive des trucs. Mais je trouve ça génial que tu aies choisi ce mot, parce que c'est ça qu'on vise. Ce qu'on aimerait, c'est naturellement manger, comme dans ma comparaison avec le fait de faire pipi. C'est censé être naturel, c'est censé être intuitif. C'est pas le cas, parce que notre société nous a conditionnés autrement. Et aujourd'hui, j'ai déconstruit ça. C'est-à-dire que je me dis plus ça vaut tant de calories et ça, faut que je compense. J'ai plus ce genre de pensée. Maintenant, juste, quand je vois que je prends l'exemple du paquet de chips parce que c'est un classique, mais ça peut être les bonbons au bureau, ça peut être je sais pas quoi. Tu sens que c'est pas de la faim, qu'il y a quelque chose d'un petit peu compulsif dans ton comportement. Tu sais que tu connais tes émotions parce que tu as appris à les interroger grâce à la thérapie. Et donc maintenant, je me vois faire. Je me vois mettre la main dans le paquet de chips et je me dis... alors, si ça me fait du bien sur le coup, je mange les chips. Hein, mais des fois, je repose les chips. Et je me dis, non, en fait, là je me suis... c'est une réaction impulsive. Oui, c'est une réaction impulsive. Ouais, et c'est pas vraiment... Oui, c'est pas vraiment une envie, c'est simplement une réaction impulsive par rapport à une émotion. Et du coup, tu te questionnes et tu te demandes, est-ce que vraiment j'ai envie de ce paquet de chips, ou est-ce que j'ai envie de m'énerver plutôt contre la personne concernée plutôt que de m'acharner sur ce paquet de chips qui m'a rien demandé. Exactement. Ouais, je comprends. D'ailleurs, quand on a eu des troubles alimentaires pendant de nombreuses années, et ça, je tiens vraiment à le dire à tes auditeuristes, c'est un truc qui reste un réflexe. Ça reste un réflexe. Il y a des gens, leur réflexe
anxiolytiques pour calmer leurs anxiétés ou leurs angoisses ou leur colère, ça va être l'alcool, la drogue. Nous, c'est la bouffe. Nous, c'est un truc qui reste. Même quand on est guéri, le premier réflexe, c'est la bouffe. Et c'est normal. Je tiens à le dire parce que c'est un truc, on se culpabilise beaucoup dessus. Mais ça a été notre doudou pendant longtemps. Donc oui, moi, ça va être la main dans le paquet de chips. Mais parfois, je vais me dire, comme tu viens de dire, en fait, ce paquet de chips ne m'a rien fait. C'est ça. Oui. Je sais avec qui il faut que je parle. Et du coup, ça m'amène à une question justement où tu disais, tu essaies de rassurer les gens. Et je me pose la question du coup de ton point de vue sur la prise en charge des TCA aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me disais que c'est catastrophique. Est-ce que tu peux du coup développer? Parce que justement, je pense que... Enfin voilà, je te laisse développer du coup. Qu'est-ce que tu penses de la prise en charge des TCA, toi, de ton côté? Alors, catastrophique à plusieurs niveaux. Catastrophique parce que il n'y a pas de politique de santé publique d'envergure sur le sujet, alors que le sujet est d'envergure. Les statistiques officielles, c'est 600 000 personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Selon nombreux médecins avec qui j'ai parlé pendant ma formation, on peut largement multiplier par 3 parce qu'il y a énormément de gens non diagnostiqués, ou alors mal diagnostiqués, mais qui ne rentrent pas dans ces stats et qui devraient. Donc du coup, franchement, c'est une catastrophe qu'il n'y ait pas de réponse à des centaines de milliers de gens qui souffrent dans notre pays. Enfin, c'est juste pas normal. Bien sûr. Et aujourd'hui, si tu souffres de troubles alimentaires et que tu vas chez ton médecin généraliste et que tu lui dis voilà, je fais de la boulimie vomitive, en fait, il n'a pas énormément de réponses. Il n'a pas énormément de réponses parce que il y a peu de chances que la personne que tu es en face de toi soit formée. Si jamais la personne est formée, en fait, elle va devoir t'orienter vers des spécialistes qui coûtent une fortune. Or, ce n'est pas remboursé et tu n'as pas forcément les moyens. Il y a des centres spécialisés, des cliniques, mais c'est soit cher, soit sur une liste d'attente pas possible. Je trouve ça très difficile de dire à une personne qui arrive dans un cabinet médical et qui vous dit là, je suis en telle tension sur mon anorexie mentale ou je suis en telle tension sur mon trouble alimentaire, mon hyperphagie, ma boulimie, vomitive ou non, que j'envisage le suicide. Et je trouve ça compliqué de lui répondre il y a une liste d'attente pendant 1 an, 2 ans. En attendant, il faut aller voir un spécialiste à 70 boules la séance. Je trouve ça pas cool, en fait. C'est horrible. Oui. Et c'est d'autant plus horrible que ça concerne vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça concerne vraiment un maximum de gens. Moi, depuis que j'ai pris la parole, j'ai pas un jour qui s'écoule sans que dans mon entourage, il y ait quelqu'un qui me dise moi aussi, c'est un peu compliqué la bouffe, en fait. Bah oui. Et tu penses que, pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier cette mauvaise gestion du coup? Commencer à la racine du corps soignant, donc le corps médical, mais pas que le corps médical, ça peut être aussi le paramédical, mais en tout cas tous les métiers autour du soin nécessitent à minima une intervention sur le sujet. Voilà, si tu es un futur médecin aujourd'hui, les études sur la nutrition, ça va être les macros, les calories, ça va être le système hormonal, par exemple, si tu deviens endocrino, mais l'approche, c'est toujours pas de souci, tu as des personnes grosses, tu calcules leur poids, leur taille, leur IMC, et si l'IMC n'est pas le bon, tu crées un déficit calorique et tu fais maigrir les gens. C'est ça la réponse. Sauf qu'en fait, cette réponse, non seulement c'est pas une réponse au problème initial, mais c'est un problème. C'est un générateur de problèmes. Une personne qui a un peu de poids qui arrive dans ton cabinet, si tu la mets au régime, il est très possible, étant donné la tension qu'il y a sur ces sujets dans l'espace public, que la personne crée ou génère un trouble alimentaire. Et ça, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité énorme. Les enfants qu'on met au régime, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Je pense qu'il y a d'autres façons de traiter les enfants qu'en les mettant au régime. Vraiment. Parfois, on peut aussi simplement faire confiance à leur croissance et dans les cas particuliers, je pense qu'il y a toujours une autre réponse que celle d'affamer des enfants et d'affamer leur système immunitaire et leur métabolisme. Vraiment. Donc, pour moi, ça commence vraiment, et c'est pour ça que je pense assez important que les militants interviennent
dans les formations médicales. Je sais que Gras Politique, elles sont déjà allées dans des facs de médecine. Je trouve ça absolument génial. Et je pense que c'est important de le faire, en fait, de sensibiliser les futurs médecins, les futurs soignants sur ces sujets-là, parce qu'on ne sait pas les accueillir. Et moi, en tant que grosse, quasiment tous les métiers du soin que je vais consulter, j'ai une chance énorme de subir de la grossophobie ou une incitation à la perte de poids. Je trouve que c'est une réalité qu'il nous faut changer collectivement. Je trouve que dans les métiers du soin, il y a beaucoup de professionnels qui sont très dévoués, qui sont très compétents, mais où il manque cet aspect de prise en compte de l'aspect psychologique, tu vois. Et c'est peut-être ça justement qui manque dans les formations. Et du coup, ce que tu dis dans le milieu militantiste, peut-être qu'elles amènent cet aspect un peu plus sociétal, un peu plus politique, du coup, qui manque peut-être dans ces formations. Je sais pas si j'ai très bien formulé ma question, mais... Si, non, mais je te comprends très bien. Et effectivement, je te rejoins totalement. En fait, je résumerais de la façon suivante. La perte de poids, quand elle est prescrite, doit systématiquement être, challengée. Est-ce que je suis obligée d'essayer de lui faire perdre du poids? Et deux, mise en lumière avec le comportement alimentaire. Si en tant que soignant, tu as dans ton cabinet, dans ton cabinet ou dans l'espace dans lequel tu pratiques, une personne dont tu estimes que ce serait bien de lui faire perdre du poids, déjà, est-ce que c'est ultra nécessaire? Parce que bon, parfois, franchement, on voit des gens se faire prescrire des régimes pour 4 kilos, donc ridicule. Et surtout, quel est son comportement alimentaire? En fait, la question du comportement alimentaire à ce jour est extrêmement taboue. Et tu as raison de parler de psychologie, parce que c'est de ça qu'on parle. Le comportement alimentaire, c'est surtout le mot comportement qui compte. C'est surtout l'état émotionnel dans lequel se font tes prises alimentaires qui méritent d'être interrogées. Tu me disais que tu as fait une formation, toi. Est-ce que tu peux une formation pluridisciplinaire, du coup, et à Lambda, c'est ça exactement que ça s'appelle? C'est ça. D'accord, voilà. Et du coup, est-ce que tu peux développer qu'est-ce que cette formation t'a apporté concrètement? Qu'est-ce que ça implique comme changement? Je me suis formée, j'ai fait une formation pluridisciplinaire d'accompagnement des troubles alimentaires avec plusieurs courants, de l'introduction à plusieurs courants de formes de psychologie, avec de la nutrition, on a abordé aussi les questions de chirurgie bariatrique, de diététique, on a parlé des appétits spécifiques, on est revenu un peu aussi sur des notions un peu plus physiologie, médecine, etc. Mais c'est vrai que l'essentiel de la formation et l'essentiel du travail pour accompagner les troubles alimentaires, à mon avis, c'est, tu le disais à l'instant assez légitimement, clairement la psychologie. Et moi aujourd'hui, quand je travaille, j'utilise l'approche de l'alimentation intuitive, qui est celle qui m'a le plus séduite, mais en réalité, je l'accompagne de psychologie transgénérationnelle, parce que je pense que la façon dont tes parents mangent, tes grands-parents mangent, peuvent aussi influer sur ton comportement alimentaire, d'analyse transactionnelle, parce que je pense que dans tes schémas, quand tu fais des compulsions, ça peut pas mal éclairer de savoir que t'as deux parties de ta personnalité, celle qui a très envie de manger et celle qui a très envie de l'engueuler d'avoir envie de manger, tu vois, pour vulgariser au maximum. Donc, je pense que c'est la psychologie qui peut nous aider vraiment à sortir de ce marasme de troubles alimentaires. Je pense que c'est hyper important. C'est là-dessus que je base mon approche. C'est là-dessus que j'accompagne les gens. Et il nous faudrait des gens il nous faudrait de plus en plus de gens formés. Peu importe que ce soit à l'alimentation intuitive ou non, franchement, je suis pas une ayatollah de toutes les approches. L'important, c'est que vous vous entendiez bien avec la personne qui vous accompagne. Donc, peu importe le courant dans lequel elle s'inscrit. Par contre, qu'elle soit formée dans une idéologie anti-régime. Il faudrait de plus en plus de soignants qui aient conscience de à quel point les régimes et les restrictions alimentaires, les pertes de poids intentionnelles sont délétères pour la santé. Parce que si vous vous faites accompagner par quelqu'un qui pense que minceur égale bonheur, pour la faire très courte, vos chances de retomber dans les travers de l'obsession sont quand même assez là, quoi. En fait, être anti-régime, c'est cool. Mais en fait, si la personne qui nous accompagne n'est pas formée à d'autres, ce que je disais, aux oppressions, etc., est-ce qu'elle serait capable d'accompagner suffisamment, tu vois? Parce que je pense qu'il y aurait
une dynamique ou une variable qui manquerait peut-être pour avoir une prise en charge complète, en fait. C'est ça que je veux dire, mais je ne sais pas si je l'ai bien exprimé. Je comprends bien ta question, je la trouve hyper intéressante. En fait, là, pour le coup, on est sur un... Alors, c'est complètement corrélé, mais là, c'est encore un autre sujet. Et comme tu dis, tout est politique. Politique, étymologiquement, c'est la vie de la cité. Donc, tout ce qu'on vit est politique. Et effectivement, mais ça ne s'applique pas qu'aux troubles alimentaires, ça s'applique à absolument tous les problèmes qu'on rencontre, vraiment, et à toute la thérapie de façon générale. Elle ne peut pas se faire de façon décorrélée de la vie en société. C'est-à-dire que dans la majorité des approches thérapeutiques aujourd'hui, on considère qu'on travaille à l'échelle individuelle. Or, l'être humain est un animal social. Donc, pourquoi les personnes qui ont des troubles alimentaires sont majoritairement des femmes? Pourquoi tout le monde veut être mince? À un moment donné, on présente ça comme une affaire de goût personnel. Ah, moi, il y a des filles grosses qui sont très jolies, mais moi, je veux être mince. Non, tu veux être mince parce que depuis que t'es petite, tu entends que mince, c'est mieux, que mince, c'est plus joli, que gros, c'est pas beau. D'ailleurs, quand on insulte quelqu'un, on dit un gros mot. Il y a cette grossophobie latente qui est présente dans tous les messages verbaux et non verbaux qu'on reçoit dans les espaces dans lesquels on grandit, qui est très 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 forte. Et en fait, aujourd'hui, une femme de notre âge, elle a 9 chances sur 10 d'avoir déjà fait un régime, parce que tout l'invite à ça. Les publicités dans la rue, celles sur les quais de métro, les séries que tu regardes, il n'y a jamais de femmes grosses dedans. Il n'y a jamais d'hommes gros non plus d'ailleurs. Enfin, il n'y a jamais de personnes grosses. Et la question des représentations, par exemple, elle est hyper importante parce que ça s'applique aux personnes grosses, mais ça s'applique aussi aux personnes racisées, ça s'applique aussi aux personnes, aux minorités de genre, aux personnes non binaires, ça s'applique aussi aux orientations sexuelles. Ça devient relativement... ça change un peu, mais ça reste minoritaire. Donc parfois même les séries qui vont changer, on va mettre une grosse, mais comme par hasard dans la série elle essaye de perdre du poids, on va mettre une personne homosexuelle, et puis ça reste quand même des représentations très très biaisées. Donc tous les messages qu'on reçoit depuis qu'on est petite nous invitent à être la plus mince possible, mais aussi à essayer d'atteindre cet idéal de beauté qui est, soyons clairs, mince, masculin parce qu'être une femme c'est quand même plus compliqué, riche parce qu'être pauvre c'est pas drôle, hétéro, en bonne santé, valide, enfin voilà. Donc dès qu'on s'éloigne de ça, nos chances de souffrir et de l'atterrir en thérapie quand on en a les moyens sont assez grandes, quoi. On ne peut pas accompagner les gens de façon décorrélée de ce qui se passe, et avoir conscience de la pression qu'il y a autour de l'injonction à la minceur, c'est hyper important pour accompagner des personnes souffrant de troubles alimentaires. Enfin, ça me paraît essentiel. En fait, ce que je me pose comme question, je pense que c'est ça que j'essayais d'expliquer, c'est comment former une grande majorité de personnes qui ne subissent pas ces oppressions. En fait, comment, tu vois, j'essaie d'imaginer une formation où donc il y a à la fois de l'anti-régime, mais pour moi, l'anti-régime c'est une conséquence de la grossophobie sociétale, mais du coup, une réponse, je veux dire, à la grossophobie sociétale, mais du coup, comment former une majorité de personnes sur toutes ces problématiques, par exemple, une thérapeute femme qui n'est ni racisée, ni qui a déjà l'oppression en tant que femme, mais comment lui transmettre une ouverture d'esprit, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer ça autrement, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est parce que il doit y avoir des thérapeutes qui veulent accompagner le plus complètement possible, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles ne vivent pas, enfin, qui ne peuvent pas. C'est pas qu'elles peuvent pas, c'est qu'elles vont pas forcément être conscientes des dynamiques qui vont occuper qui vont entrer dans la vie de la personne. Et je me demande comment on peut adapter ça, tu vois, de manière générale. Oui. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on a tous des biais et que clairement, mon accompagnement ne va pas être le même parce que je suis une personne grosse, parce que je suis une femme, parce que je suis racisée et qu'il y a des choses auxquelles je vais être sensible, logiquement. Quelqu'un qui est pas concerné, entre guillemets, pas concerné, parce qu'on l'est tous à une différente échelle, mais par exemple, une femme qui est mince et qui est blanche, il y a des choses auxquelles elle ne va pas être
sensibles ou sensibilisés, ou voilà, tout simplement parce que effectivement on a tous des biais et qu'aujourd'hui on vit dans une société discriminante. Donc quand on bénéficie d'un système discriminatoire, même avec la meilleure volonté du monde, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Du coup, ce que tu soulèves, c'est important, c'est que dans les formations de thérapeutes, il me paraît assez essentiel de sensibiliser à ces biais-là, de poser le truc clairement, de poser les injonctions, de faire en fait de la sociologie dans les formations des thérapeutes. Ça me paraît nécessaire. Je veux dire, c'est vraiment un truc... Dans ma formation, on a rencontré ce souci. Il n'y avait pas d'espace pour parler de la grossophobie. C'est une formation d'accompagnement aux troubles alimentaires. Et encore, c'était quand même assez engagé parce qu'on n'était pas sur la promotion de la perte de poids. Mais il n'y avait pas d'espace pour parler de grossophobie. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas un endroit pour poser le contexte dans lequel les étiologies dans lesquelles les troubles alimentaires se développent. Parce que la grossophobie sociale, la grossophobie sociétale, la grossophobie intériorisée, intrafamiliale, enfin toutes les formes de grossophobie qu'on vit dans différents espaces impactent notre fort désir, et je mets désir entre guillemets, et ça met des pressions, ça génère des troubles alimentaires et c'est important d'en parler. Aujourd'hui, ça me paraît nécessaire de le faire dans les formations. Alors dans ma formation, c'est bien heureux puisqu'on m'a proposé d'intervenir sur le sujet, donc je trouve ça très chouette qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse autour de ça, mais je pense qu'il faudrait le faire dans toutes les formations de thérapeutes, vraiment. Toutes les formations de thérapeutes ou à minima ceux sur les sujets autour des troubles alimentaires ou de la nutrition, ou même dans les services obésité, interroger le comportement alimentaire de façon corrélée à l'injonction sociale qui est très 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 forte en fait. Enfin, c'est difficile de ne pas la voir, quoi. Oui, c'est clair. Et Queen, là, Fanny, pardon, qui est dans le chat, me dit que la réponse à ma question, c'est la tolérance, la bienveillance. Elle me dit que ça demande de la déconstruction. Et ça, en fait, je pense que c'est ça qui manque le plus dans toutes les sphères de notre société actuelle. C'est l'invitation à la déconstruction et au questionnement, à l'interrogation, à la remise en question de ce qu'on nous inculque, en fait. Si je vous avais pas connu, je dis vous, le petit comité de personnes qui sont formées à l'alimentation intuitive, ou même avant que tu sois formée, si je vous avais pas connu grâce notamment à Eliane, je sais pas si j'aurais pu être ouverte à la déconstruction comme je le suis aujourd'hui au niveau de toutes ces injonctions qui me sautent au visage et qui m'agressent maintenant de manière évidente. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que donc ça demande de la déconstruction, mais on est tellement pas éduqué à déconstruire que on est éduqué à avaler, à tout croire, à ne rien remettre en question et à suivre le taf, hein, voilà, que du coup ça remet. En fait, je me dis que ça remet en question ce dont on avait parlé un petit peu avec Océane aussi, c'est le système éducatif finalement, tu vois. C'est le fait de pouvoir se questionner, pas forcément tout remettre en question tout le temps, mais en tout cas quand on voit que ça provoque ou que ça génère des inégalités, que ça génère des maladies, que ça génère des comportements hyper troublés, hyper déviants entre guillemets. Enfin, je mets entre guillemets parce que voilà, c'est que voilà, il y a un système éducatif qui est complètement qui va alimenter ça, tu vois. Et c'est ça que je veux dire, c'est que voilà, il faudrait développer l'esprit critique. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi avec Océane, c'est qu'il faudrait développer l'esprit critique, en fait, je pense. Et donc peut-être aussi, du coup, dans les formations au comportement alimentaire, mettre en place, tu vois, justement, des espaces de déconstruction et d'esprit critique, du coup, sur une situation donnée. Et c'est sur ça que je voulais aborder, c'est dans les formations peut-être avoir des cas pratiques, c'est ça que je voulais dire, mise en situation des cas pratiques avec des personnes, avec leur vécu, avec tous leurs biais, etc. Et du coup, en fait, je pense instaurer. Après, moi, je sais pas pourquoi je suis partie sur un truc où j'ai envie de me créer une propre formation là, mais en fait, ça me questionne depuis que Emeline nous avait, tu sais, demandé de nous dire comment on voit un accompagnement idéal. Et je me dis que justement, maintenant que j'y pense là maintenant, un espace de débat avec plusieurs personnes de différents profils et du coup qui vont par exemple se réunir autour d'un cas pratique, d'un cas clinique, ou peu importe, ou différents cas pratiques,
ça peut permettre de développer l'esprit critique, de dire ah ok moi j'avais pas vu ça comme ça. Je trouve que ça, enfin d'instaurer des espaces de débat et des espaces de bah ça c'est pas ok ce que tu dis, ça c'est tu vois ça peut être vraiment vraiment des espaces comme disait Fanny de bienveillance et de tolérance et surtout de déconstruction. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, bah je suis totalement d'accord, c'est important. Alors, les cas pratiques, il y en a, mais malheureusement, effectivement, ce qui manque, c'est ce que tu viens de dire, développer l'esprit critique, inviter les personnes à se déconstruire. Je suis d'accord, je suis d'accord avec Océane et toi, ça doit exister dès la scolarité, dès le début, dès l'enfance. Comme ça, on a des personnes peut-être aussi moins prête à absorber les injonctions, encore que. Mais en tout cas, clairement, en tant que thérapeute, ça me paraît être extrêmement... ça me paraît être le minimum vital, c'est d'interroger ses propres biais. Parce que si tu te mets dans une posture de sachant, de je sais ce qui est bon pour la personne que j'accompagne et c'est moi qui vais lui expliquer la vie, c'est compliqué. Et en fait, parfois, on pense qu'on n'est pas là-dedans et puis on se rend compte qu'on est là-dedans. Je veux dire, on a tous eu des moments où on a réalisé qu'en fait, on était un peu trop sûr de nous, qu'on avait tendance à prendre nos croyances pour de la réalité. C'est humain, c'est totalement humain. Mais tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple des cas pratiques, moi, j'avais fait un partage de cas pratiques avec une thérapeute qui parlait d'une jeune femme adolescente qui souffrait de troubles alimentaires. Et elle disait, elle s'est rasé le crâne, elle a grossi, elle s'est amochie exprès, blablabla. Elle a utilisé ce terme, elle s'est amochie exprès. C'était une jeune femme qui avait subi des violences. Et du coup, elle estimait que c'était en réaction à sa violence, et pour elle, sa vision de la guérison, c'était d'aider cette fille à maigrir et avoir envie d'être féminine avec des cheveux longs, etc. Alors que moi, de mon biais de militante féministe, je me dis juste, en fait, c'est génial, elle explore, elle questionne la conception sociale de la féminité telle qu'elle lui a toujours été imposée. Elle rase ses cheveux, elle fait des entorses au code qu'on impose à toutes les petites filles du monde. Elle explore sa zone, en fait. Elle explore un peu sa zone de réflexion autonome. Et je vois pas du tout ça comme un truc pourri. Et mon objectif, c'est pas du tout de lui dire de remettre des jupes et du rouge à lèvres, tu vois. C'est vraiment un truc hyper important. Et pourtant, cette thérapeute présentait ce cas pratique et elle le sait si elle se reconnaît, parce qu'on en a longtemps parlé. Vraiment en étant hyper bienveillante et en étant persuadée d'être dans le questionnement. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a eu tout un débat après où je lui disais je suis pas d'accord, moi je trouve ça important de nous-mêmes, ne pas nous soumettre à l'injonction à la beauté, à l'injonction à la minceur. Si on se soumet à ces mêmes injonctions, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait ? Enfin vraiment, on va apporter quelque chose d'extrêmement limité. Parce que finalement, la personne, à la fin de l'accompagnement, elle repart avec cette même obsession qu'on partage collectivement de faut être mince, faut être jolie, faut avoir les cheveux longs, faut avoir les ongles peints, etc. Quoi. Mais du coup, je trouve ça super. Donc vraiment questionner tout le temps. Oui. Oui, excuse-moi, non, c'est moi qui excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'ai dit, je trouve ça super, du coup, que tu aies pu la questionner, du coup, sur sa pratique professionnelle. C'est super parce que, du coup, elle s'est rendue compte, avec un échange, qu'elle n'était pas forcément aussi bienveillante qu'elle le pensait sur ce point-là. Et du coup, ça lui permet de prendre du recul et d'adapter sa pratique et donc de l'améliorer. Donc, c'est ça que je trouve super, c'est d'être, non pas toi en tant que thérapeute, moi je sais mieux, je fais mieux que toi, mais plus, écoute, moi je pense que je pense pas comme toi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, voilà pourquoi, qu'est-ce que tu penses de ma réflexion, et du coup qu'elle soit réceptive à cette réflexion pour après adapter sa pratique. Je trouve ça vraiment super, du coup c'est ça que je disais, je trouve ça vraiment super parce que ça permet d'enrichir sa pratique et de se dire ok, là effectivement j'avais des biais, je pensais que je l'aidais, que je répondais, que j'interprétais bien son comportement, alors que finalement je lui rajoutais une pression, ou je lui rajoutais une injonction, en fait, comme tu dis, à la beauté. Et du coup, pour s'en défaire, j'ai pu discuter avec d'autres thérapeutes. Enfin, tu vois, être ouvert comme ça, c'est super, parce que c'est ce qu'il faut, je pense, ne pas rester renfermé sur sa pratique et en pensant qu'on aide, alors que peut-être finalement on amplifie, tu vois, les oppressions. Oui, non, mais c'est sûr, interroger sa pratique, c'est primordial. Les thérapeutes ont des espaces, alors
alors pas tous, mais ils ont des espaces avec de la covision, de la supervision, des endroits pour s'interroger. Et c'est génial et c'est hyper important. Non. Il faut, c'est une injonction, chacun fait comme il peut, mais l'idéal, c'est d'interroger ces biais-là. Dans le cas des troubles alimentaires, Bien sûr. de les interroger. Mais moi-même, en discutant avec des personnes, j'ai moi-même remis en question certains de mes propos. Oui. Je trouve ça important, je le fais régulièrement. Par exemple, si je dois donner un exemple, je sais qu'au début, j'étais assez militante dans ma façon d'être anti-régime et parfois, je manquais un peu de compassion face à des personnes qui voulaient, entre guillemets, perdre du poids quand même. En me disant, oh là là. Et alors qu'en fait, c'est difficile dans cette société. Bien sûr. C'est hyper difficile d'être gros ou grosse et l'envie de perdre du poids, à un moment donné, c'est quelque chose que même moi, en tant que thérapeute, malgré mes convictions, c'est important de l'accueillir. C'est Bien important sûr. de l'accueillir et ça reste le corps de chacun, chacune. Et justement, je vais faire une très belle transition, merci. J'ai beaucoup de mal avec les transitions généralement, donc du coup là je suis ravie que tu m'aies tendu la perche. Par rapport au corps justement, quel rapport tu entretiens avec ton corps aujourd'hui? Du coup, tu me disais que, encore une fois, tu me parlais de libération et que tu avais retrouvé le plaisir de t'habiller, le plaisir de ne pas t'habiller aussi, le plaisir de te balader. En fait, ce que ça me faisait poser comme question, c'est que tu me disais que tu t'es réapproprié ton corps et je voulais savoir réapproprier par rapport à quoi exactement? Comment tu perçois ton corps aujourd'hui du coup? En fait, c'est simple. Quand j'étais malade, parce que j'estime vraiment que c'est une maladie, je considérais mon corps comme un véhicule en attendant d'avoir le vrai corps. En fait, c'est comme si le corps que j'avais, il comptait pas. Un jour, je serai mince, je serai jolie, mais là, le corps que j'ai, bof. Et donc, du coup, je répondais pas à ces besoins. Donc, si j'avais faim, évidemment, je mangeais pas parce que voilà, ça faisait partie des obsessions, des injonctions. Mais voilà, si j'avais besoin de mettre de la crème, de m'hydrater, de m'habiller, enfin, rien ne me procurait du plaisir. Et j'ai eu du plaisir avec mon corps, qui a été un plaisir extrêmement éphémère quand j'ai été mince, parce qu'évidemment, j'estimais que j'avais le corps qu'il fallait. Je traitais mon apparence extérieure bien, mais mon apparence intérieure pas bien, puisque je vomissais plusieurs fois par jour. Donc on n'était pas non plus encore dans un bien-être physique établi. Mais ce qui s'est passé quand j'ai entamé mon processus de guérison, et je trouve ça intéressant, c'est que j'ai d'abord commencé à me dire, ok, comment je fais pour être mince? Bon, d'accord, alors comment je fais pour être une grosse acceptable? Comment je fais pour être belle quand même? Tu vois? Et donc je faisais un peu ce truc de la grosse jolie, je m'habille, machin, je fais des photos, blablabla. Et puis ensuite, en avançant dans ma déconstruction et dans mes réflexions, je me disais, mais putain, mais pourquoi je veux être belle en fait? Enfin, c'est quoi pourquoi je mets autant d'énergie là-dedans? Tu vois? Et avec les questionnements féministes, avec la déconstruction de la grossophobie, bah, tu déconstruis aussi l'injonction à la beauté de façon générale. Pourquoi je mets énormément d'énergie à m'épiler? Pourquoi je mets énormément d'énergie à me manicurer? Je dis pas que j'ai tout arrêté, hein, mais je dis juste que j'ai tout questionné. Et tout questionner, ça m'a fait vachement de bien. Et du coup, je suis revenue à une vision fonctionnelle de mon corps. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, ben, n'empêche, voilà, aujourd'hui, j'ai un corps qui est gros, qui est d'apparence racisée, qui est valide. Je peux faire ça, je peux pas faire ça. Enfin, je suis revenue à une analyse beaucoup plus fonctionnelle. Et puis, j'ai éprouvé du plaisir avec mon corps. Quand je fais de la randonnée, quand j'ai fait du sport, bah, j'ai kiffé. Quand j'ai fait l'amour, bah, j'ai kiffé aussi. Enfin, tu vois, quand je l'ai mangé, j'ai kiffé. Puis, à force de kiffer avec mon corps dans un présent qui n'est pas un espèce de futur projeté, c'est pas mon corps en attendant, c'est vraiment mon corps. J'ai appris à réhabiter mon corps. Et ce que je te disais quand je te parlais de libération, du plaisir de me balader à poil chez moi, je te disais ça en rigolant, mais c'est vrai que j'ai plus ce truc de regarder mon corps avec ce mépris, cette condescendance de bon, en attendant que c'est fini et ça fait du bien et c'est une vraie libération. Tu me disais que tu te montres plus du coup sur les réseaux. Et pourquoi tu te montres plus sur les réseaux? En fait, je te le disais à l'instant, j'ai beaucoup interrogé l'injonction à la beauté. Dans l'injonction à la beauté, il y a cette pression, les réseaux sociaux, l'injonction à montrer son corps, à pas montrer son corps. En fait, être une femme dans cette société, c'est être soumise à pas mal d'injonctions paradoxales. Donc, faut être mince, mais faut être bonne cuisinière. Faut faire des enfants, mais faut avoir une carrière. En fait, il y a juste un moment où j'avais envie d'appuyer sur stop. Et donc, sur les réseaux, il y a ce truc de faut mettre son corps en valeur. Faut être jolie, mais faut pas être vulgaire. En fait,
stop, vraiment stop. J'ai pas envie de contribuer à la sacralisation de l'apparence physique, même si c'est pour montrer un corps gros mais beau quand même. Enfin, tu vois, Oui, genre fuck en fait. J'ai pas envie de montrer mon corps. t'en as pas Je cache besoin. mon, enfin je cache. Mm. On n'a pas besoin de ça, j'ai pas envie de contribuer à ça, j'ai pas envie de faire des selfies, j'ai pas envie d'être dans la sacralisation de mon apparence physique. Je trouve que mon apparence physique, on s'en fout. Ce que j'ai envie d'apporter sur les réseaux, c'est ma réflexion autour de la déconstruction, c'est de ces injonctions-là, ma réflexion autour de ma guérison sur les troubles alimentaires, ma réflexion autour de mon approche thérapeutique, mais j'ai pas envie de contribuer à ce dogme de l'apparence-là, que je trouve assez délétère. Et ce que je dis souvent pour expliquer, c'est que je montre pas mon corps sur les réseaux pour la même raison que je montre mon corps dehors. C'est que mon corps, il a le droit d'exister sans être beau. Si y a des personnes qui trouvent que mon apparence pose problème, eh ben ce sont ces personnes qui ont un problème de tolérance. Et vraiment, je suis très partisane de renvoyer la responsabilité à l'autre et laissons les corps des femmes tranquilles, quoi. Notre corps n'est pas systématiquement fabriqué, mis au monde pour plaire aux hommes cis et hétérosexuels. Tout à fait. Je le pense sincèrement. Mais qu'est-ce que tu penses du coup du fait de rendre, de donner de la visibilité au corps gros du coup sur les réseaux? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est important de questionner les représentations et je pense que c'est important de montrer des corps gros, c'est sûr, j'en suis intimement convaincue. Je pense que ce serait important que dans les castings de séries, il y ait des personnes avec des morphologies, mais j'ai même pas envie de rajouter que gros, mais des morphologies normales en fait. Je pense que c'est important de changer la norme. Tant que la norme est celle-là, montrer des corps gros, c'est bien, mais ce sera toujours dans ce carcan de oh regardez, il y a des personnes qui arrivent à être grosses, qui arrivent à être heureuses en étant grosses. En fait, laissez-nous tranquilles. En fait, Vraiment, laissez-nous en fait, ça tranquilles. Donc, renvoie tout au physique en fait, à l'apparence physique et à l'importance du corps en ça. fait. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je salue les femmes qui ont le courage de montrer leur corps gros et nu sur les réseaux en disant, ben voilà, c'est pas si terrible et tout ça. Mais déjà, elles se prennent des tombereaux de merde. Et c'est pour ça que force et soutien à elles, vraiment. Parce que t'as des commentaires horribles et tout, machin. Bien sûr. On peut penser que c'est nécessaire de passer par là. Moi, je crois que notre souffrance, elle n'est pas nécessaire. Je pense qu'on a Tout à assez fait. souffert. Qu'à un moment donné... je suis partisane de venez, on montre plus nos corps en fait. Comme ça, on leur donne plus le droit d'avoir un mot à dire sur notre corps. Après, je pense que ça peut aussi, en fait, au-delà de sa propre thérapie, par laquelle les gens peuvent passer en montrant leur corps, ça peut aussi permettre en fait, à une grande partie des personnes qui vivent avec la norme et qui pensent que c'est réel, de voir d'autres choses en fait. C'est aussi ça, c'est en changeant la norme, tu montres autre chose que la norme, du coup. Et je pense que c'est aussi important, tu vois, les comptes comme Océane, pour moi, sont hyper... en fait, donc elle montre régulièrement son corps, mais en fait, ce que je trouve vraiment cool avec le compte d'Océane, c'est que c'est pas, elle montre pas son corps pour montrer son corps, elle montre son corps parce qu'elle vit en fait, elle vit juste, donc elle nous montre sa vie, donc enfin je veux dire, parce qu'elle veut montrer sa vie évidemment, mais son parcours de vie avec son corps, avec et sans son corps d'ailleurs, et du coup pour, je sais, j'allais dire ça comme si c'était un objectif, pas du tout, mais et moi personnellement ça me permet de enfin je sais pas, je trouve que c'est hyper inspirant en fait, elle dégage quelque chose et Oui, c'est pas uniquement par rapport à son corps du coup, mais ce que je veux dire c'est que ça permet ce genre de compte de se dire en fait on s'en fout du corps qu'elle a, juste elle vit en fait, enfin elle vit sa vie, elle est heureuse et du coup et justement je pense qu'elle doit elle doit régulièrement se prendre des commentaires par rapport à son corps, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, elle l'avait déjà montré, etc. Et ces gens-là je ne comprends pas c'est quoi leur objectif de vie à part être juste méchant et insultant, mais en fait finalement enfin voilà c'est juste elle a le droit d'exister et je pense que parfois elle doit être dans cette dynamique de mon corps j'existe, j'ai le droit d'exister avec mon corps et ou pas en fonction de ses postes, et tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je trouve ça hyper inspirant et donc mais par contre je respecte aussi le fait que toi tu ne veuilles pas le montrer, mais je voulais avoir ton avis sur les personnes qui le font et qui du coup véhiculent autre chose que la norme du coup.
Oui, en fait, je trouve ça super. Je suis pas, moi, j'ai cette position-là, mais je suis pas une ayatollah de ma position. J'estime pas que, enfin, je sais pas comment expliquer. Si, en même temps, je viens de dire, venez, on montre pas nos corps. Mais ce que je veux dire, Oui, mais c'est ça. ce que je veux dire, c'est que je respecte totalement le point de vue qui consiste à dire il faut montrer des corps. Il faut montrer des corps gros. Et je viens de le dire à l'instant, c'est hyper important de changer nos représentations, de les challenger, de mettre des gens dans des séries, de mettre des gens, de mettre des corps normaux, de mettre Plus des de corps. représentation, quoi. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Normaux, c'est maladroit, mais en tout cas, de changer la norme, de faire en sorte que Caro, nos corps à nous deux, soient la norme aussi, en fait. Et il y a un moment où, quand tu vas acheter tes fringues et que tu t'aperçois qu'il y a plus de 44, parce que dès le premier jour des soldes, parce qu'en fait, la France entière s'habille en 44, tu te dis pourquoi, alors que dans les magasins, c'est obvious que la France entière s'habille en 44, il n'y a personne qui fait du 44 sur les écrans que je regarde. Ah oui. C'est vraiment donc ça me paraît important. Je trouve que ce qu'Océane fait, c'est absolument génial, et elles sont plusieurs et je trouve ça hyper cool. Pour autant, c'est aussi une source de souffrance. Bien sûr. Et, on vit dans un monde intolérant et c'est une souffrance dont moi j'ai envie de me préserver et dont j'ai envie d'inviter les femmes à se préserver. Après, admiration, force et admiration à celles qui s'exposent et qui montrent leur corps en mode on vous emmerde, parce que je suis d'accord avec elle, on vous emmerde, on a le droit d'exister dans l'espace public. Exactement. En fait, c'est ça. C'est que, en fait, je pense que, ouais, sur les réseaux, je sais pas trop encore comment moi je me positionne, parce que, contrairement à vous deux, où vous avez quand même une grande communauté, moi j'ai pas une très grande communauté, et je suis très bien d'ailleurs. J'ai pas besoin d'avoir une grande communauté. Et ce que je veux dire, c'est que les réseaux, ça sert entre guillemets à quand même à partager sa vie, à partager son vécu, son expérience, etc. Et c'est vrai que parfois, personnellement, bon, bien que j'utilise très peu les réseaux, en fait, je me sens tout de suite bridée sur certains réseaux, notamment Instagram, parce que il y a toute cette pression, toute cette pression autour du corps, toute cette pression autour du parfait, il faut le post, voilà, qui soit hyper bien travaillé, hyper bien, ou alors vraiment hyper perfectionné, et qui est pas implique, et pas que tout soit lisse, etc. Du coup déjà directement on est bridé, et quand on veut aller contre ça, comme le fait Océane, en étant juste elle-même, et en travaillant toujours quand même extrêmement bien ses posts, du coup il y a ce côté, il y a de la pression en fait, alors que on devrait pouvoir juste, en fait, si j'ai envie de poster mon corps et parler d'autres choses, voilà, tu vois, ça devrait être normal, mais on a quand même, avant de le faire, cette question de, bon, qui est-ce qui va me tomber dessus? Enfin, on va me tomber dessus dans tous les cas. Et c'est dommage, tu vois, c'est tellement dommage, parce que on peut vouloir pas forcément, on peut vouloir montrer, quand je dis montrer son corps, on peut juste vouloir montrer une photo d'une robe qu'on aime bien, etc. Comme moi je l'ai fait d'ailleurs récemment. Et il y a quand même cette question de, ouais, est-ce que je vais être jugée? Enfin, je sais pas, est-ce que je vais être jugée? C'est je vais être jugée. Comment éviter ça? Comment éviter la souffrance? Effectivement, en ne le faisant pas, mais du coup, à la base, j'avais quand même envie de le faire, tu vois, j'avais envie de partager ça. Et tu vois ce que je veux dire? C'est que du coup, on est un peu dans une espèce de conflit, voilà, ce que dit Fanny, c'est vouloir être spontané, genre juste, j'ai envie de partager un truc, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais malheureusement, je vais devoir me prendre la tête parce que je suis une femme, parce que j'ai un corps gros, et tu vois, ce que je veux dire, c'est pénible. Voilà, ma conclusion, c'est que ça me saoule de me poser des questions. J'ai juste envie de mettre une photo, et évidemment, enfin, je dis ça comme ça, mais moi j'ai même plus, en fait, je commence à rejoindre je sais pas trop, en fait, je suis vraiment entre les deux personnellement, mais je commence à rejoindre un peu ton point de vue de arrêtons de montrer les corps, parce qu'en fait, on s'en fout des corps. Enfin, on s'en fout dans le sens où ça fait pas ta valeur humaine. Mais en même temps, mon corps fait partie de moi. Mon corps, c'est mon habitat. Enfin, c'est mon véhicule. Enfin, comme tu dis, mais c'est quelque chose qui, avec les années, en fait, pour moi, mon corps est tout aussi important que ma personne, dans le sens où, enfin, je veux dire, dans le sens où il fait partie de moi. Pour moi, c'est un tout, et il y a toutes les traces que j'ai sur mon corps, toutes les traces, je veux dire, toutes les marques, donc les vergetures, etc., tout ce que tu veux, toutes les cicatrices, ou j'en sais rien, pour moi, ça fait partie de mon vécu, et du coup, je dis pas que j'ai envie de montrer toutes ces cicatrices ou quoi que ce soit, mais en fait, pour moi, c'est un tout, en fait. Ma personne, c'est mon caractère, tout ça, mon corps, mais mon corps unique ne fait pas ma valeur, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je veux dire, c'est que mon corps, pour moi, est, il a vécu des choses, tu vois, et du coup, ça m'embête des fois de pas pouvoir juste, tu vois, d'exister. En fait, pour moi, il doit exister, et pas juste être caché parce que je veux me préserver. En fait,
tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. J'ai toujours ça, mais parce que Oui, non, mais je pars tellement loin dans ma tête que voilà quoi. je comprends bien. Non, non, je comprends bien. Effectivement, les réseaux, c'est pas le truc le plus spontané du monde. Clairement. Parfois, on aimerait bien pouvoir juste poster une photo et s'en foutre. En fait, ce que je voudrais préciser, c'est que je montre pas mon corps. C'est pas juste pour éviter la souffrance des commentaires, parce qu'effectivement, c'est une posture tout à fait ok de se dire en fait je m'en fous. C'est vraiment un geste politique. J'ai pas D'accord. envie de contribuer à la sacralisation de l'apparence Ouais. extérieure. Après, je trouve ça super que, encore une fois, qu'il y ait des femmes qui se montrent et qui montrent qu'on peut paraître autrement. Mais c'est un peu ce que ce que tu décris, c'est valable pas que sur les réseaux. Enfin, je veux dire, moi, quand je me mets en maillot de bain à la plage, aujourd'hui, je le fais dans une sérénité absolue, mais les premières fois que je me suis mise en bikini 2 pièces alors que je suis grosse à la plage, bah, c'était une pression. J'observais tout, je me disais, bon, est-ce que je vais me faire critiquer, machin. Je voyais les regards, du coup, je me faisais des nœuds au cerveau, machin. Enfin, en Mm. fait, être une femme dans l'espace public, de Tout à façon fait. générale, c'est problématique. Je suis totalement Donc en d'accord. fait, ouais, voilà. Donc la force et le courage que tu peux mettre dans un compte Insta, tu peux aussi le mettre dans ta vie en te disant, mais fuck, en fait, je sors de chez moi en ressemblant à ce à quoi je ressemble. S'il y a des gens à qui ça va pas, je leur renvoie leurs responsabilités. Mm. Mais là, moi, si j'ai envie de faire du topless, je fais du topless. On est des mammifères, les gens vont pas découvrir qu'on a des mamelles, donc fuck. Mais pareil pour les femmes qui se voilent. Genre à un moment donné, si ça lui appartient. Si une personne décide de porter le voile pour des raisons qui lui appartiennent, qu'elle soit religieuse, politique ou whatever what, j'estime qu'on n'a pas à commenter l'apparence des femmes de façon générale. Là-dessus, je suis assez libertaire. Mm. Laisser l'apparence des femmes tranquille, vraiment, c'est hyper important. Et précisément parce que je veux qu'on laisse mon apparence tranquille, je ne la mets pas sur les réseaux parce que j'ai pas envie de contribuer à cette sacralisation de l'apparence. Pour autant, dans ma vie perso, au contraire, je sors, je me montre, je me mets en public, je vais à la plage, je vis ma vie. Ouais. Et en fait, je crois que c'est terrible, mais aujourd'hui, être militante, c'est vivre sa vie en faisant fi, en ignorant totalement, ou en tout cas en déconstruisant au maximum, pour être la plus honnête possible, les injonctions qui s'imposent sur nos corps. Ça va sur la minceur, mais ça va aussi sur l'épilation, Bien sûr. sur plein d'autres choses en fait, sur les représentations générales quoi. C'est que c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand je sors, je suis pas encore tout à fait sereine avec mon apparence, etc. Parce que j'ai beaucoup encore de grossophobie internalisée, comme beaucoup, malgré toute la déconstruction que j'essaie d'avoir. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je sors, je suis pas encore sereine et j'ai plus on va dire que j'ai plus d'assurance à me dire, ok, mon corps est comme ça, je sors habillée comme ça, mais je sens toujours, tu vois, ce côté jugeant j'ai tel corps donc je devrais pas m'habiller comme ça parce que c'est entre guillemets ça peut être vulgaire ou c'est souvent moulant, tu vois, ça ce truc de quand on a des formes on peut pas mettre de trucs moulants parce que c'est vulgaire entre guillemets par je ne sais quel qui a dit ça, ça reste, tu vois, ça reste dans la tête malgré tout, alors que j'ai envie de m'habiller comme ça, je me sens bien dans ces vêtements. En fait mon confort ne devrait pas être inférieur à l'esthétique selon certaines personnes, tu vois. Le confort devrait rester ta priorité. Voilà, c'est ça en fait. Et ça m'énerve, tu vois, des fois de me dire je sors, je suis bien, mais malgré tout, je sais qu'il y a des regards, ou je sens en tout cas des regards parce que je suis pas encore sereine. Et ça, tu vois, donc ce que tu dis, c'est super intéressant parce que des fois, tu vois, je me pose la question sur les réseaux, mais finalement, j'ai pas besoin forcément des réseaux pour me sentir, pour faire des choses pour me sentir exister, puisque déjà dans la vraie vie, je fais des choses. Enfin, j'essaye d'aller vers plus de sérénité et à me dire, écoute, voilà, mon corps il est comme ça, moi j'accepte qu'il est comme ça, et du coup je m'habille comme je veux avec mon confort, j'en ai rien à foutre de l'esthétique selon certaines personnes ou du fait de l'image que ça envoie, du moment que je me sens bien en fait. Et voilà, c'est ça que déjà sur lequel je devrais moi plus me préoccuper, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me questionne du coup sur mes actions aussi, parce que des fois j'ai envie de, tu vois, des fois je sais pas, j'ai envie de me dire mais j'ai envie d'exister aussi sur les réseaux, mais en même temps je me dis que déjà ça peut alimenter certaines oppressions parce que je suis pas, enfin je suis grosse mais je suis pas comment dire, je subis la grossophobie de manière quand même légère par rapport à d'autres personnes, je pense, et donc j'ai pas envie d'accentuer la souffrance de certaines autres personnes, tu vois, en montrant mon corps. Et en même temps je me dis comme toi que est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer mon corps pour me sentir exister, est-ce que vraiment, tu vois, enfin tu vois, je me pose plein de questions et je trouve ça super intéressant
d'en parler avec toi du coup. Donc merci pour ces Bah, réflexions. c'est chouette. Je pense que c'est une question. En fait, les deux questions là que je retiens ça va être est-ce que c'est important pour moi de me montrer? Et la deuxième question, je trouve ça intéressant quand on parle, c'est quelle est la place que je donne à mon confort? Oui, exactement. Ça, c'est super important, ouais. Mm. Oui, Ben ça, ouais, c'est... parce qu'en fait, on est tellement. Je veux dire, dans l'autre sens aussi, hein, parce que je sais que c'est compliqué quand on déconstruit le sexisme, quand on déconstruit la misogynie, on remet en cause toutes les injonctions autour de la beauté. Je trouve ça intéressant parce que, par exemple, il y a des personnes pour qui c'est inconfortable de ne pas s'épiler. Et ben, si c'est inconfortable pour toi, c'est ok, meuf. Tu t'épiles. Enfin, tu vois, il n'y a pas de Exactement. jugement. C'est juste, à partir du moment où tu es dans le questionnement, c'est déjà sain parce que tu t'accordes plus d'importance. Toi, ton confort, ton bien-être, ça doit être le seul truc qui te guide, en fait. Exactement. Donc vraiment, quand je m'habille, voilà, j'ai envie de mettre un truc moulant alors que je suis grosse, on voit mon ventre, mais moi, je suis hyper confortable dans ce truc moulant. Ben, en fait, fuck alors. Si c'est confortable pour moi, j'y vais. Mais il y a aussi quand même cette... parce que, enfin, malheureusement, quand on sort, enfin moi particulièrement quand je sors pour aller travailler, il y a aussi ce contexte de travail aussi qui parfois n'est pas favorable au fait de, tu vois, de prioriser ton confort. J'ai souvent entendu il faudrait pas que tu t'habilles comme ça parce que ça fait pas sérieux, ça fait pas sérieux, et donc du coup il y a cette espèce de d'illégitimité à comment dire à exister du coup parce qu'on a Il y un a une corps. injonction à l'apparence qui est très forte. Ouais. Oui, et du coup, moi, l'environnement de mon travail, il est assez, comment dire, hyper, comment dire, bienveillant. Enfin, je veux dire, ma patronne, mes patronnes, mais j'en ai une en l'occurrence surtout principale qui m'a jamais absolument rien dit, il ne me juge pas du tout sur mon physique parce que voilà, s'en fout complètement. Mais parce que je suis dans un environnement, encore une fois, j'allais dire familier, je garde des enfants, enfin, à domicile. Donc du coup, je suis dans un environnement, on va dire, voilà, c'est pas très, enfin, c'est pas un, comment dire, un bureau, c'est pas j'ai pas de collègues de travail, etc. Donc déjà c'est un peu moins formel, c'est ça que je veux dire, c'est un peu moins formel. Mais malgré tout, il y a quand même ce côté, tu vois, j'ai toujours un peu, enfin je suis toujours pas sereine, tu vois, par rapport à comment je m'habille, etc. Mais pourtant, enfin malgré tout, j'ai décidé depuis un bon bout de temps de prioriser mon confort. Mais dans ma tête, en fait, c'est exactement ce que tu dis. J'aime beaucoup ton expression de je me fais des nœuds dans ma tête, tu vois. Et ça, c'est pénible parce que je tends à justement en avoir moins, tu vois, des nœuds. Et je trouve ça vraiment, encore une fois, hyper enrichissant de parler avec toi parce que hyper intéressant parce que ça me permet de me questionner. J'ai l'impression que je fais ma propre interview, en fait. J'ai tout transformé, en fait. C'est toi qui m'interroge. Non, mais voilà, c'est pour ça aussi que je fais ça. C'est pour m'aider moi, mais aussi aider les gens qui nous écoutent, évidemment, à se questionner, Bah ouais, du coup. Et oui, j'aime beaucoup ta façon enfin, ça me permet, en tout cas, de vraiment, comment je me perçois, en fait, et quelle place je donne à mon corps, tu vois, dans ma vie. Je sais qu'il est là, je sais qu'il existe. En ce moment, je suis un peu voilà, il existe et je m'en occupe pas forcément autant que ce que je souhaiterais au niveau compassion, au niveau soin. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je le laisse exister. C'est ça surtout là. Je suis dans une phase de je le laisse exister et donc je le laisse exister confortablement. Et ça, c'est vraiment ce que tu disais, hyper important pour moi, c'est confortablement. C'est ça, c'est au niveau des vêtements, tout ça, c'est. Mais bon, il y a quand même toujours quand je m'habille d'une certaine manière et que je me regarde dans le miroir et comme tu dis, tu vois, des trucs moulants, on voit le ventre, je sais que au niveau sociétal, c'est mal vu, tu vois, de voir le ventre, de voir des trucs qui dépassent. Mais moi, personnellement, je sais que si je sortais pas, mais enfin, je me vois, en fait, j'apprends de plus en plus à me dire, bah, c'est comme ça qu'il est, en fait. Donc, il a des vagues et c'est joli. Enfin, moi, je les trouve, enfin, je sais même pas si c'est joli, c'est même pas joli, c'est juste, en fait, tu vois. Parce que je veux dire, j'ai même pas d'affect positif ou négatif, c'est juste comme ça, tu vois. Et en fait, enfin, pour moi, c'est entre guillemets neutre. Enfin, c'est pas vraiment neutre, mais tu vois ce que je veux dire. Et ça me saoule en fait que du coup quand je sors et du coup j'expose mon corps parce que bah juste voilà, je sors donc on me voit, et bah je me passe des nœuds dans ma tête disons que des fois je me surprends un peu à rentrer le ventre alors que pourquoi faire en fait. Je sais que les gens ils vont rien me dire, mais c'est tellement intégré, c'est tellement ancré que du coup bah ça devient un truc anxiogène, tu vois. C'est pénible alors que juste je tu veux vois, exister. le plus important et qui me paraît entamé là et qui est le plus important à mon sens, et je pense que ça peut être un bon mot de la fin, c'est que
L'important, c'est de se questionner et de s'observer. Et Tout tu à fait. vois, quand tu t'observes et que tu me dis, bah oui, mais je rentre le ventre, je trouve ça dommage. Oui, mais tu t'observes, c'est déjà bien. C'est-à-dire que tu n'es plus dans une systématisation, dans une absorption des Mmh. injonctions. C'est-à-dire que toutes les femmes absorbent des injonctions qui ne leur appartiennent pas. Là, tu te Mmh. réappropries ton truc. Tu te Mmh. réappropries ta réflexion. Ah, Tout pourquoi à je fait. fais ça? Ah, bah tiens, je me suis grillée en train de faire ça. Ah, bah tiens, c'est intéressant. Et une Oui. fois que tu es là-dedans, pour moi, le processus, il est largement enclenché et c'est l'autoroute vers le mieux-être, quoi. Donc, c'est Tout vraiment à fait. ça. Tout à fait. Bah, t'as raison, c'est le mot de la fin. C'est ouais. Non, non, c'est. Bah, du coup, j'avais pas. Enfin, j'avais d'autres questions. Ah si, oui, j'en ai une quand même. Je me demande quelles sont tes inspirations au niveau à tout point de vue, au niveau des réseaux, au niveau de ton militantisme, au niveau de tout ça. Quelles sont tes inspirations? J'ai eu une espèce d'explosion cérébrale en lisant un livre qui s'appelle Le génie lesbien, qui a été écrit par Alice Coffin, qui justement analyse un peu toutes ces... Ben, la façon dont la société patriarcale s'organise et s'organise autour du traitement de l'information, de la place des femmes dans l'espace public. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc, je vous recommande fois 1000 si vous ne l'avez pas lu de le lire. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à écouter un podcast qui s'appelle Le cœur sur la table, Ah oui. qui interroge notre rapport aux autres, notre conception des relations, notre rapport aux représentations et les représentations de la dite féminité comme une construction sociale. Je trouve que c'est passionnant, vraiment passionnant. On est amené à se poser beaucoup de questions. En écoutant ce podcast, j'ai lu énormément de trucs derrière. Enfin, ça a beaucoup enrichi ma réflexion. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. C'est très, très chouette. Après, il y en a plein d'autres. Je ne sais pas combien de références je peux donner. Récemment, j'écoutais un podcast de Titiou Lecoq qui s'appelle Rends l'argent, qui interroge notre rapport à l'argent, notamment notre rapport à l'argent en couple. Donc je trouve ça, pareil, culturellement hyper intéressant. Il y a le podcast Yes qui va bientôt reprendre là, à la rentrée 2022. Je vous invite à suivre, mais je posterai des infos là-dessus. Yes, c'est un podcast féministe qui invite les femmes à témoigner sur leur victoire dans leur quotidien. Et je trouve ça hyper ressourçant, hyper inspirant, parce que dans le militantisme, il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi des personnes qui nous inspirent et je trouve ça chouette de les faire parler. Et puis après bah voilà, sur le féminisme de façon générale, et notamment tout ce qui est lié aux injonctions de beauté, de minceur, etc. Il y a le livre de Mona Chollet qui s'appelle Beauté fatale, que j'ai trouvé super intéressant. Puis sur les comptes Insta, je sais pas, il y a le compte Préparez-vous à la bagarre, il y a le compte d'Ilana Weisman, il y a plein de comptes féministes vraiment, vraiment chouettes, hein, que ce soit sur la maternité, sur la sexualité, sur moi qui ne suis pas maman et qui ai fait le choix de ne pas être maman. Je suis plein de mamans que je trouve hyper intelligentes, hyper badass, qui me donnent vraiment envie de m'inspirer, quoi. Et puis après, les comptes qu'on connaît, je pense au compte d'Emeline, qui est une naturopathe, qui est blanche, qui est mince, et qui passe son temps à interroger ses biais et qui est passionnante dans cette mesure. Je pense au compte de Linda, Envie, sur Instagram, qui, elle aussi, a un parcours vis-à-vis de son corps et de sa grosseur. Puis il y a ton compte à toi aussi, ce podcast que je trouve hyper chouette. C'est des travaux qui me paraissent être assez importants à mener et c'est bien qu'il y ait autant de femmes inspirantes qui soient prêtes à poser les questions qui dérangent. Moi, je trouve ça chouette. Bah, merci en tout cas. Merci beaucoup, Zina, pour toutes ces recommandations. Et avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, Caro. C'était hyper chouette. Ouais, franchement, c'était hyper chouette. Merci. Salut. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer, à partager la vidéo à tes proches si tu l'as appréciée. Tu peux également, si tu le souhaites, partager ton point de vue ou ton expérience en commentaire. Également, si tu es une personne grosse, subissant le sexisme et la grossophobie systémique avec un passif de TCA, eh bien n'hésite pas à me contacter pour que tu puisses à ton tour partager ton expérience au sein de mon podcast. Et un petit entretien au préalable sera programmé. Voilà, muito obrigada e até já!